Lorsque Margot Dubois, âgée de 29 ans, se trouva devant le portail du château du millionnaire Pierre Rousseau, tenant une fillette de 4 ans dans ses bras, elle ignorait que sa requête désespérée allait transformer 2 existences à tout jamais. Vêtue de harde, les cheveux en désordre et le regard noyé de larmes, Margot articula des mots qui firent froid dans le dos de Pierre. « Je vous en prie, monsieur, me laisseriez-vous nettoyer votre demeure en contrepartie d'une assiette de nourriture pour ma fille ?» Cependant, quand Pierre examina attentivement les traits de l'enfant, son univers bascula. Ses yeux, son sourire, l'ovale de son visage, tout était identique, d'une ressemblance impossible, car cet enfant était le portrait craché de sa propre fille Emma, décédée 5 ans plus tôt dans un funeste accident. Ou alors, peut-être, Emma n'était-elle en réalité jamais morte? Le château Rousseau se dressait avec majesté sur les collines de Provence, ceint de jardins impeccablement entretenus qui captaient la lumière dorée du crépuscule provençal. Pierre Rousseau, 45 ans, figurant parmi les entrepreneurs les plus fortunés de France avec un patrimoine estimé à 500 millions d'euros, se trouvait dans son bureau quand il perçut la sonnerie retentir dans l'immense demeure silencieuse. C'était une soirée de novembre. Le souffle glacial du Mistral charriait avec lui des effluves de lavande et l'air vif des montagnes. Pierre n'attendait aucune visite. Depuis 5 ans, il menait une existence quasi recluse. Après que sa femme Françoise et sa fille Emma eurent perdu la vie dans un accident de la route qui avait anéanti son existence, les seules personnes qu'il fréquentait étaient la femme de ménage qui passait 3 fois par semaine et ses avocats pour des questions professionnelles. Un second coup de sonnette le fit sourciller d'agacement. Pierre quitta le fauteuil de cuir où il consultait des dossiers d'entreprise pour se rendre à l'entrée principale. Sur l'écran de l'interphone vidéo, il distingua une silhouette féminine dans la pénombre, portant quelque chose dans ses bras. Il songea qu'il s'agissait probablement d'une autre démarcheuse ou d'une personne sollicitant des dons, mais lorsqu'il ouvrit la porte, la vision qu'il découvrit lui coupa le souffle. Face à lui se tenait une jeune femme d'environ 29 ans, aux longs cheveux châtains décoiffés par le vent et aux yeux verts chargés de désespoir. Elle était vêtue d'un jean usé, d'un sweatshirt rouge élimé et de baskets fatiguées. Dans ses bras, elle serrait une petite fille de 4 ans, aux cheveux blonds et bouclés, dont le petit visage reposait, endormi contre son épaule. La femme grelottait, non seulement à cause du froid, mais aussi de la peur et de l'humiliation que lui inspirait sa démarche. Quand elle leva les yeux vers Pierre, des larmes se mirent à sillonner ses joues maculées. D'une voix chevrotante, elle prononça les mots qui allaient tout bouleverser. Elle sollicitait la permission de nettoyer sa maison, contre un repas pour sa fille. Cela faisait 2 jours qu'elle n'avait rien mangé. Pierre sentit une corde vibrer dans sa poitrine, une émotion qu'il avait enfouie depuis des années. Mais alors qu'il observait cette femme implorant son aide, l'enfant dans ses bras s'éveilla doucement. La fillette releva la tête de l'épaule de sa mère et fixa Pierre de ses yeux bleus, encore embrumés de sommeil. À cet instant précis, le temps suspendit son vol. Pierre détailla le visage de l'enfant et sentit le sang se figer dans ses veines. Ses yeux bleus étaient le reflet des siens. La forme de son visage, ce petit grain de beauté sur la joue droite, et même sa manière de pencher la tête lorsqu'elle était perplexe, c'était comme se regarder dans un miroir du passé. C'était comme retrouver sa fille Emma à l'âge de 4 ans. La similitude était si stupéfiante, si exacte, que Pierre dut prendre appui sur le cadre de la porte pour ne pas vaciller. Son cœur battait à un rythme si effréné qu'il eut l'impression que toute la rue pouvait l'entendre. D'une voix tremblante, il s'enquit du prénom de l'enfant. La réponse le pétrifia. Emma. La petite se nommait Emma, tout comme sa fille défunte. Pierre sentit son monde s'écrouler. Cela ne pouvait être réel. Sa fille Emma était décédée 5 ans plus tôt. Il avait identifié son corps à la morgue, il avait organisé ses obsèques, il avait pleuré sur sa tombe des mois durant. Et pourtant, face à cet enfant, sans un mot de plus, Pierre les fit entrer sur le champ. Tandis que Margot pénétrait dans le château avec Emma dans ses bras, Pierre ne parvenait pas à détacher son regard de la fillette. Chacun de ses mouvements, chaque mimique, chaque petit geste, correspondait en tout point au souvenir qu'il gardait de sa fille. C'était comme si le spectre de son passé venait de se matérialiser devant lui. Mais comment cela était-il concevable? Et qui était véritablement cette femme se présentant comme la mère d'Emma? Pierre conduisit Margot et Emma jusqu'au grand salon du château, où un feu crépitant dans la cheminée créait une ambiance chaleureuse et réconfortante.
L'enfant observait tout avec des yeux grands ouverts, fasciné par les dimensions de la pièce et le mobilier raffiné, alors que Margot semblait toujours ne pas croire qu'on l'ait invitée à l'intérieur. Tout en préparant un repas dans la cuisine, Pierre continuait d'épier Emma en cachette. L'enfant s'était assise près de sa mère et s'amusait avec une poupée de chiffon élimée qui constituait vraisemblablement son unique jouet. Chacun de ces gestes ne faisait que confirmer l'incroyable ressemblance avec sa fille. Il retourna au salon, porteur d'un plateau garni de victuailles. Margot le gratifia d'un remerciement ému, les larmes aux yeux, pendant qu'Emma se mettait à manger avec la voracité de quelqu'un privé de nourriture depuis plusieurs jours. Pierre les invita à lui narrer leur parcours. Margot lui confia qu'elle était veuve depuis 2 ans, suite au décès de son mari Marc dans un accident du travail. Depuis lors, elle avait lutté pour subsister, enchaînant les petits emplois et s'efforçant d'élever Emma seule. 3 mois auparavant, elle avait été licenciée de son poste dans une usine et s'était retrouvée dans l'incapacité de payer son loyer. Depuis, elle vivait dans sa voiture ou dans des refuges précaires. Mais toute l'attention de Pierre demeurait focalisée sur Emma. L'enfant, ayant terminé son repas, contemplait à présent les tableaux suspendus au mur. Lorsqu'elle avisa une photographie de famille montrant Pierre, Françoise et sa première Emma, elle se leva et s'en approcha. De sa petite voix fluette, elle fit remarquer que la fillette sur la photo lui ressemblait. Margot jeta un œil à la photographie et blêmit à vue d'œil. Pierre lui expliqua qu'il s'agissait de sa fille Emma, décédée 5 ans auparavant, en même temps que sa femme dans un accident de voiture. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. C'est alors qu'Emma fit une chose qui donna un frisson à Pierre. Elle l'appela « papa » avec la même inflexion, le même ton doux que sa propre fille employait. C'était impossible, et pourtant. Margot saisit vivement la main d'Emma, s'excusant et prétextant que l'enfant était désorienté. Pierre se leva brusquement et se rendit dans son bureau. Il lui fallait vérifier quelque chose, un élément susceptible d'expliquer l'inexplicable. Il ouvrit son coffre-fort et en extirpa un dossier qu'il n'avait pas consulté depuis des années, contenant tous les documents relatifs à l'accident survenu 5 ans plus tôt. Il relut chaque page avec minutie, à la recherche d'un détail qui lui aurait échappé. C'est là qu'il découvrit une anomalie. Dans le rapport de l'hôpital, une note avait été griffonnée dans la marge. Identification rendue difficile par l'état du corps, vérification ADN complémentaire requise. Il n'avait jamais remarqué cette note auparavant. En continuant de fouiller dans les documents, il mit la main sur une autre pièce choquante. Une demande de test ADN portant sa propre signature, mais à côté, une note indiquait « test annulé sur demande de la famille ». Or, il n'avait jamais annulé le moindre test. Il retourna au salon, les mains parcourues de tremblements. Emma s'était assoupie sur le canapé, blottie comme un petit ange, tandis que Margot la bordait tendrement d'une couverture. Pierre adressa alors à Margot une question fondamentale. Connaissait-elle quelque chose des origines d'Emma ? Était-elle véritablement sa mère biologique ? Margot, piquée au vif, affirma que bien sûr Emma était sa fille, qu'elle l'avait mise au monde à l'hôpital de Marseille en 2019. Pierre s'assit près d'elle et lui confia sa conviction qu'ils avaient quelque chose à découvrir ensemble, un secret que quelqu'un avait dissimulé pendant 5 longues années. Le lendemain matin, Pierre se leva aux aurores après une nuit sans sommeil. Il avait installé Margot et Emma dans la chambre d'amis, mais n'avait pas trouvé le repos. Il descendit à la cuisine et prépara le petit déjeuner, un geste qu'il n'avait plus accompli depuis des années. Quand Emma arriva, elle se précipita vers lui avec un sourire et le remercia de les avoir hébergés. Pierre s'accroupit à sa hauteur et lui demanda si elle avait des souvenirs de sa petite enfance, avant de vivre avec sa maman. L'enfant parut réfléchir, puis secoua la tête, n'ayant en mémoire que sa maman et papa Marc. Pierre annonça à Margot qu'ils devaient se rendre à l'hôpital de Marseille. Il suspectait une erreur, ou pire encore, survenue 5 ans auparavant. Il lui exposa sa théorie. Il était convaincu que l'enfant qu'il avait inhumé n'était pas Emma, et que leur Emma était sa fille, celle qu'il croyait morte. Après 1 heure de trajet, ils parvinrent à l'hôpital. Pierre avait pris les devants en téléphonant pour organiser un entretien avec le docteur Moreau, le chef du service de pédiatrie, qui était déjà en poste 5 ans plus tôt. Le docteur Moreau les accueillit dans son bureau, l'air préoccupé. Quand Pierre lui demanda d'examiner attentivement Emma, le médecin l'observa et devint livide, murmurant que c'était impossible.
Le médecin se leva et se dirigea vers un meuble d'archivage. Les mains tremblantes, il en sortit un dossier médical qu'il déposa sur le bureau. Ce qu'il contenait allait tout les bouleverser. La nuit de l'accident, il n'y avait pas eu que la femme et la fille de Pierre d'impliqués. Une autre voiture était en cause, avec à son bord un couple et leur enfant. Le couple était décédé sur le coup, mais leur enfant avait survécu. Les parents biologiques de Margot avaient péri dans cet accident, mais elle ne se trouvait pas avec eux ce soir-là, étant restée chez ses grands-parents. Emma se trouvait dans l'autre véhicule, celui de l'épouse de Pierre. Mais une erreur tragique s'était produite lors de l'identification. L'état des corps était tel qu'ils avaient inversé l'identité des deux enfants. L'enfant que Pierre avait mis en terre était la fille de l'autre famille. Emma, sa Emma, avait survécu et avait été placée à l'orphelinat en tant que rescapée de l'autre famille. Peu de temps après, Margot et son mari Marc avaient initié une procédure d'adoption. Par une suite de hasards administratifs, Emma leur fut confiée sous une nouvelle identité. Nul n'eut connaissance de la confusion initiale. Pierre regarda Emma, qui le fixait de ses yeux bleus et innocents. Sa fille était en vie. Sa fille avait toujours été en vie et avait grandi à quelques kilomètres de lui sans qu'il en sache rien. Mais le docteur Moreau ajouta qu'il y avait autre chose qu'il devait savoir. L'erreur n'avait pas été entièrement fortuite. Le docteur Moreau ferma la porte de son bureau et retourna s'asseoir, avec l'air de quelqu'un sur le point de révéler un terrible secret. Il expliqua que peu après l'accident, il avait reçu la visite d'un homme élégant se présentant comme l'avocat de la compagnie d'assurance de Pierre. L'homme disposait de documents crédibles et connaissait des détails intimes sur la famille. Il avait prétendu vouloir épargner à Pierre le traumatisme de voir sa fille dans un tel état. Le médecin, jeune et manquant d'expérience, l'avait cru. L'homme avait également fait un don généreux à l'hôpital. Peu après, ce même homme était revenu avec d'autres papiers, affirmant que l'enfant survivante de l'autre accident devait être placé rapidement dans une famille et qu'il avait déjà trouvé le couple idéal, Margot et Marc. Pierre comprit soudain l'étendue de la machination. Quelqu'un avait tout manigancé pour qu'Emma se retrouve chez Margot et Marc, loin de lui. Quand le médecin décrivit l'homme, grand, la cinquantaine, cheveux grisonnants et une cicatrice sur la main gauche, Pierre le reconnut instantanément. Il s'agissait de Victor Dubois, son ancien associé, l'homme qu'il avait congédié et dénoncé pour détournement de fonds juste avant l'accident. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Dubois avait toujours jalousé la réussite de Pierre et avait juré de se venger après avoir été démasqué. Le docteur Moreau livra d'autres détails troublants. Après qu'Emma eût été confiée à la famille de Margot, Dubois avait continué de se rendre régulièrement à l'hôpital. Une fois, il l'avait surpris disant au téléphone que Pierre ne devait jamais apprendre que l'enfant était vivante, que sa souffrance était le prix à payer. Pierre serra les poings. Dubois ne lui avait pas seulement dérobé des millions d'euros, mais aussi 5 années de la vie de sa fille. 5 années d'amour, de croissance, d'instants précieux qui ne reviendraient jamais. Margot, qui avait écouté le récit en silence, intervint pour dire que Pierre devait avant tout penser à Emma. L'enfant avait besoin de stabilité, non de vengeance. Pierre posa son regard sur Emma, qui avait écouté sans réellement saisir la portée des événements. L'enfant le regarda de ses yeux bleus innocents et lui sourit, l'appelant de nouveau spontanément « Papa ». Le cœur de Pierre se brisa et se ressouda dans le même instant. Sa fille l'avait de nouveau appelé « Papa », et cette fois, il savait qu'elle était bien la sienne. Il lui dit doucement qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'au contraire, elle avait accompli quelque chose de merveilleux, elle était revenue auprès de papa. Mais en serrant Emma dans ses bras, Pierre savait que la bataille ne faisait que commencer. Il devait affronter Dubois, mais d'abord, il devait trouver comment gérer la situation avec Margot, qui avait élevé Emma comme sa propre fille pendant 4 ans. Le trajet du retour vers le château fut empreint de tension et de silence. Emma dormait sur la banquette arrière, inconsciente du séisme émotionnel qui venait de secouer la vie des adultes qui l'entouraient. Pierre conduisait, le regard rivé sur la route, tandis que Margot contemplait le paysage par la fenêtre, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Arrivés au château, Pierre porta Emma jusqu'à la chambre d'amis et la déposa dans son lit, lui donnant un tendre baiser sur le front. Pour la première fois en 5 ans, il souhaitait bonne nuit à sa fille. L'émotion était si forte qu'il dut quitter la pièce pour ne pas éclater en sanglots. Au salon, Margot était assise sur le canapé, les mains tremblantes, tenant une tasse de thé.
Pierre s'installa en face d'elle, tous deux conscients de la discussion difficile qui les attendait. Margot expliqua qu'Emma représentait toute sa vie, qu'elle l'avait élevée depuis l'âge de 6 mois, qu'elle était la seule famille qui lui restait après le décès de Marc. Pierre lui répondit qu'il comprenait sa peine, mais qu'Emma était aussi sa fille. Il avait perdu 5 années avec elle, 5 années durant lesquelles il avait pleuré sa mort et s'était recueilli sur une tombe vide. Margot rétorqua qu'elle avait passé 4 ans à aimer Emma comme son propre sang, à la soigner lorsqu'elle était malade, à la réconforter dans ses peurs, à lui apprendre à marcher et à parler. Pierre se posta devant la fenêtre, observant le jardin plongé dans l'obscurité. Il était face à un dilemme insoluble. Comment résoudre cette situation sans détruire Emma? Tous deux aimaient le même enfant, tous deux avec des droits légitimes, mais apparemment inconciliables. C'est alors que Pierre eut une idée. Il demanda à Margot s'il était impératif de choisir. Emma avait besoin d'eux deux, de lui, car il était son père biologique, mais aussi d'elle, car elle était la seule mère qu'elle ait jamais connue. Il proposa qu'ils forment une famille, tous les trois, ensemble. Il ne s'agissait pas d'un mariage, mais de cohabiter comme une famille pour élever Emma conjointement. Margot n'avait ni logement ni emploi, et le château offrait amplement d'espace pour tout le monde. Margot objecta d'abord, affirmant ne pas pouvoir accepter sa charité, mais Pierre lui précisa qu'il ne s'agissait pas de charité, mais d'une nécessité. Emma requérait de la stabilité, et la seule stabilité envisageable était de les avoir tous les deux dans sa vie. Margot réfléchit longuement, puis s'enquit du sort de Dubois. Il ne pouvait pas laisser son crime impuni. Pierre aurait préféré se venger personnellement de son ancien associé, mais Margot avait raison. S'il ne l'arrêtait pas, il pourrait tenter de les séparer à nouveau, ou de détruire d'autres familles. Ils convinrent qu'ils affronteraient Dubois ensemble, avec Emma en sécurité mais présente, pour lui montrer les conséquences de ces jeux cruels. Le jour suivant, Pierre découvrit que Dubois résidait dans un château en périphérie de Marseille, acquis avec l'argent qu'il lui avait volé. Ce soir-là, pendant qu'Emma dormait, Pierre et Margot se préparèrent pour la confrontation qui mettrait un point final à la vengeance de Dubois. Il était temps de faire face au passé pour préserver l'avenir d'Emma et de leur nouvelle famille. Le château de Dubois était baigné d'une douce lumière quand Pierre et Margot arrivèrent le soir suivant. Ils avaient à laisser Emma avec la gouvernante de Pierre, après lui avoir expliqué avec douceur qu'ils devaient régler une affaire importante pour leur avenir commun. Lorsque Dubois ouvrit la porte, son visage passa d'un sourire affable à une expression de pure terreur en apercevant Pierre. L'homme balbutia des mots de surprise, tandis que Pierre lui annonça d'une voix glaciale qu'il devait lui parler de sa fille, Emma. Dubois les fit entrer dans le salon de son château, orné d'un mobilier luxueux, probablement acquis avec l'argent dérobé à Pierre. Quand Pierre lui révéla qu'Emma était en vie et qu'il l'avait retrouvée, le visage de Dubois se décomposa sous l'effet de la panique. L'homme s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. Sous la pression, Dubois avoua tout. Lorsque Pierre l'avait licencié et dénoncé, il avait tout perdu. Sa femme, ses enfants, sa réputation. Il voulait que Pierre éprouve la même douleur. Il avait manigancé l'échange d'identité, les faux documents, la remise de l'enfant à Margot et Marc. Margot lui lança qu'Emma n'était qu'une enfant innocente, lui demandant comment il avait pu l'instrumentaliser pour sa vengeance. Dubois expliqua qu'il pensait qu'elle grandirait mieux, loin de Pierre, qu'il ne voulait pas lui nuire, mais seulement faire souffrir Pierre. Pierre s'approcha de Dubois, la colère montant en lui. Il lui dit qu'il lui avait volé 5 ans de la vie de sa fille, 5 années où il avait pleuré sur une tombe vide, pendant qu'elle grandissait en se croyant orpheline. Dubois admit le regretter chaque jour. Quand il avait vu à quel point Pierre était anéanti, il avait compris être allé trop loin, mais il était alors trop tard pour revenir en arrière. Pierre sortit son téléphone et montra à Dubois qu'il enregistrait leur conversation. Il lui signifia qu'il venait de tout avouer, enlèvement, falsification de documents, corruption, et qu'il passerait le reste de ses jours en prison. Mais avant d'appeler la police, Pierre tenait à lui dire une chose. Sa vengeance avait échoué, car au lieu de détruire sa famille, elle avait créé quelque chose de plus beau encore. Emma avait eu une mère merveilleuse qui l'avait aimée comme sa propre fille, et désormais ils étaient 3, une famille plus solide qu'elle ne l'aurait jamais été. Il expliqua que Margot et Emma vivraient avec lui, qu'Emma aurait le père biologique qu'elle méritait et la mère qui l'avait élevée avec amour. Dubois avait tenté de briser une famille, mais il en avait créé une nouvelle. 3 mois plus tard, le château Rousseau était métamorphosé.
Margot avait accepté d'y vivre en tant que famille élargie, et peu à peu, elle et Pierre avaient découvert qu'ils partageaient bien plus de choses qu'ils ne l'imaginaient. Ce n'était pas un amour romantique, du moins pas encore, mais un mélange de respect, d'affection et d'un dévouement commun pour Emma. Emma, quant à elle, avait accepté la situation avec la simplicité propre aux enfants. Pierre était son papa biologique et Margot sa maman de cœur. Pour elle, c'était tout à fait normal. Dubois fut arrêté et condamné à 10 ans de réclusion pour ses crimes. Avant d'être incarcéré, il écrivit une lettre à Pierre pour lui demander pardon et le remercier de ne pas avoir cherché une vengeance physique. Un soir de printemps, alors qu'Emma jouait dans le jardin, Pierre et Margot étaient assis sur la terrasse, admirant le coucher du soleil. Ils songeaient à ce qui se serait passé si Emma ne s'était jamais présentée à sa porte ce soir-là. Pierre serait resté un homme aigri, haïssant le monde entier, et Margot serait toujours sans domicile, avec un enfant à élever seule. Le destin empruntait des chemins bien étranges. Parfois, les plus belles choses naissaient des situations les plus douloureuses. Margot commença à dire quelque chose à propos de leur avenir, puis rougit et s'interrompit. Pierre la regarda avec tendresse, lui disant qu'il ignorait ce que l'avenir leur réservait, mais qu'il avait un immense respect pour elle et qu'Emma l'adorait. Pour le reste, il verrait avec le temps. Emma courut vers eux, ses cheveux blonds brillant sous le soleil, les appelant tous les deux pour qu'ils viennent jouer avec elle. Pierre et Margot échangèrent un sourire. Cet enfant les appelait tous les deux par des noms qui symbolisaient l'amour et non la biologie. Ils se levèrent et coururent dans le jardin où Emma les attendait, les bras ouverts. Une famille née de la douleur, qui avait grandi dans l'espoir et s'était consolidée dans l'amour le plus pur, celui pour un enfant qui avait réuni deux cœurs brisés et les avait aidés à guérir ensemble. L'histoire de Pierre, Margot et Emma démontrait que parfois les secondes chances se présentent sous les traits d'une tragédie et que l'amour peut véritablement éclore des circonstances les plus improbables. Si ce récit a touché votre cœur et vous a fait croire en la force de l'amour familial, mettez un like et partagez. Pierre, Margot et Emma prouvent que les familles ne se bâtissent pas seulement sur les liens du sang, mais sur l'amour, le dévouement et la volonté de lutter ensemble. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui célèbrent le pouvoir des secondes chances et montrent que l'amour peut naître même des situations les plus difficiles. Activez la cloche. Souvenez-vous, parfois les personnes que l'on attend le moins deviennent les plus importantes de notre vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du destin et l'importance d'ouvrir son cœur aux possibilités inattendues.